Défendre les dettes financières, il n'y a pas de tribunal pour défendre les droits de la nature, pour défendre la consommation des biens environnementaux. Donc c'est une contradiction. Il faut lutter pour ça. Chez vous, par exemple, est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problème en Équateur? Bien sûr, notre constitution c'est la première dans le monde et peut-être la seule dans le monde qui donne des droits à la nature. Il y a notamment cette affaire de pollution qui a secoué l'Équateur. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années même, avec le producteur américain Chevron. Où en est le dossier? Ça, c'est un crime contre toute l'humanité, pas seulement contre l'Équateur. Et c'est un procès privé entre les communautés de l'Amazonie et la compagnie. Mais c'est une compagnie assez puissante. Ils ont essayé par tous les moyens d'empêcher, d'éviter leurs responsabilités. En tout cas, on a confiance que la justice va gagner. Alors, on a évoqué les attentats. Vous avez présenté vos condoléances à la France il y a quelques instants. Monsieur le Président, certains dans le monde font un lien entre le dérèglement climatique et la montée des extrémismes dans le monde, notamment en Syrie, en Irak. Il y a les questions énergétiques qui provoquent parfois des conflits, comme l'eau, le pétrole. Est-ce que vous partagez cet avis, ce lien entre le dérèglement climatique, les ressources naturelles et les tensions dans le monde? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a des autres motifs pour le fondamentalisme. Mais en tout cas, les problèmes énergétiques, les problèmes environnementaux produisent des autres conséquences. Par exemple, l'exploitation des pays en voie de développement. Par exemple, les piller de notre ressources, etc. Alors, le pillage, pillage des ressources naturelles, Monsieur le Président. Alors, on le sait, l'objectif de cette COP 21, c'est de trouver un accord qui viserait à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici 2100. Quel est votre regard au sujet de cette ambition? C'est facile de parler, mais autre chose, c'est faire. Et pour ça, il faudra un accord contraignant. Ça, c'est difficile d'y arriver. Par exemple, Kyoto a raté. Et il faudra ce cours international pour juger, pour punir quand on suit cet accord contraignant. Vous dites que si on ne punit pas déjà ceux qui polluent, on ne pourra pas avancer? C'est votre message? Excusez-moi? Si on ne punit pas d'un point de vue juridique ceux qui polluent? Il faudra capacité de punition, il faudra capacité contraignante si on veut empêcher la destruction de la planète. Alors vous avez aussi déclaré hier au Bourget, près de Paris, lors de votre allocution, Monsieur le Président, que la croissance illimitée, croissance économique, était incompatible avec la protection de l'environnement. Expliquez-nous votre point de vue. C'est impossible. En fait, ce n'est pas désirable. Il y a assez de preuves que la croissance ne donne pas le bien-être, le bonheur. Mais en tout cas, plus loin, au-delà de ça, c'est pas possible. Et on n'a pas les ressources pour continuer la croissance illimitée, au moins des pays riches. Les pays pauvres doivent continuer la croissance parce qu'ils ont beaucoup de besoins qui doivent être remplis, ils ont beaucoup de pauvreté, mais les pays riches doivent réfléchir sur ça et arrêter la croissance illimitée pour protéger la seule planète qu'on a. Alors le Nord est-il prêt à payer pour le Sud? C'est aussi la question qui est au cœur des débats de cette COP 21. Pour beaucoup, l'enjeu réside précisément dans cette question. Est-ce que le problème se pose en ces termes, selon vous? Le Nord doit mettre la main au portefeuille pour aider des pays comme le vôtre? Il y a un principe dans les Nations Unies que les responsabilités sont communes. Tous sont responsables de faire attention avec la planète. Mais il y a des responsabilités différenciées. Ce n'est pas la même chose un citoyen du pays riche qu'un citoyen du pays pauvre. Et d'après les données, un citoyen du pays riche fait 38 fois plus de pollution qu'un citoyen du pays pauvre. Donc, les responsabilités sont tout à fait différentes. Mais alors, on parlait de l'objectif de 2 degrés de réduction de température. Les négociations vont durer une dizaine de jours. Rafael Correa, quel serait, selon vous, un bon accord? Bon, il faudra, par exemple, on a fait beaucoup de propositions hier de la partie de l'Équateur dans notre présentation. Par exemple, il faudra avoir accès aux technologies pour combattre le changement climatique, surtout pour les pays pauvres. Ces technologies sont très chères, sont privatisées pour les pays riches, donc il faudra
signé un accord mondial pour avoir accès à ce sort de technologie. La technologie n'a pas de rivalité dans la consommation. Si vous utilisez une technologie, je peux l'utiliser aussi. Donc pourquoi la privatiser? C'est le sort de biens qui doit être accessible à tout le monde. Ouais. Mais pourquoi le privatiser? Bon, ouais. C'est pour le business. Ouais. Au contraire, c'est les biens environnementaux qui peut être détruit si vous accédez gratuitement à ce bien. C'est pour ça qu'il faut mettre des barrières institutionnelles, par exemple au Kyoto, autre sort d'accord, pour empêcher la surexploitation des biens environnementaux. Mais on fait exactement l'inverse, le reverse. Pourquoi? Parce que ce sont les pays riches qui produisent la technologie, la science, la connaissance. Et c'est les pays pauvres ou en voie de développement qui produisent les biens environnementaux. Quand vous dites des technologies pour les pays du Sud, Monsieur le Président, vous voulez dire des nouvelles technologies qui permettraient par exemple de se servir d'autres ressources que celles fossiles, comme le charbon, comme le pétrole, c'est cela? Mais surtout gagner en efficacité pour consommer moins d'énergie. Maintenant, la différence en efficience énergétique entre les pays riches et les pays pauvres, c'est 5 contre 1. Alors, vous vous êtes déjà dit prêt, dans un passé récent, à renoncer à exploiter 800 millions de barils de pétrole en échange d'une aide significative de la communauté internationale, chez vous, en Équateur. Mais au-delà de cette question du financement, par quoi justement peut-on remplacer, dans un pays comme le vôtre, l'Équateur, mais plus largement dans un continent qui connaît la déforestation, par quoi peut-on remplacer les énergies fossiles, le charbon, mais aussi le pétrole, selon vous? Bon, il faut de l'avance technologique, mais en attendant ça, il faudra mettre des limites à la croissance illimitée. Mais ça, c'est appelé l'initiative Yasuni-ITT. Et elle a raté l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de co-responsabilité des principaux pollueurs du monde. Donc, la idée était tenir le pétrole sous le sol. Comme ça, on évitait envoyer 400 millions de tonnes de CO2 à l'atmosphère. Mais ça, c'est autre contribution de l'Équateur. On a parlé sur ça hier à la COP 21. Qu'est-ce qu'on doit compenser? C'est pas seulement si je peux remplacer une hydroélectrique pour une thermoélectrique par une hydroélectrique. C'est pas seulement payer pour tenir le bois. C'est surtout compenser les émissions nettes évitées. En espagnol, emisiones netas evitadas, M. Ça veut dire, si j'ai le droit d'exploiter mon pétrole et je ne le fais pas, bon, je perds beaucoup d'argent, mais je dois être compensé pour ça. Ça, c'est l'initiative Yasuni-ITT et c'est le principe de compenser les émissions nettes évitées. C'est autre proposition de l'Équateur. Alors la déforestation dans le monde, je le disais, et particulièrement en Amérique du Sud, Équateur, Brésil, mais pas seulement, c'est un véritable fléau pour l'environnement. Monsieur le Président, vous concrètement en Équateur, comment agissez-vous pour préserver cette forêt? On rappelle, selon certaines moyennes, que la déforestation, c'est en moyenne la surface d'un terrain de football qui disparaît toutes les 3 secondes. Bon, on a un très fort programme pour la déforestation. On a reversé la déforestation. Maintenant, il y a un increment. On est en train d'augmenter la quantité de bois. Ça veut récupérer la déforestation passée. On vous voit sur le terrain, vous allez à de nombreuses reprises, allez-y. Ça, c'est la contamination de Chevron. Mais on a aussi de très forts programmes pour l'énergie qui prend soin de l'environnement. Par exemple, les prochaines années, on va inaugurer 8 hydroélectriques. Comme ça, on va avoir une composition énergétique, surtout électrique, très consciente, très efficiente, vers l'environnement. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a déclaré hier que les premières victimes du réchauffement climatique étaient les femmes, étaient les enfants et les plus pauvres dans votre pays. Qui en sont les principales victimes? Peut-être la raison sont les plus pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se défendre des effets des changements climatiques. Par exemple, avec la désertification, par exemple, avec la pollution des rivières, etc. Mais, vous savez, ici, il y a aussi une pollution, une affectation vers l'environnement liée à la pauvreté. Mais quelle est la grande différence? Par exemple, à cause de la pauvreté, vous pouvez dégrader
vous pouvez abîmer les sols, vous pouvez polluer les rivières. Mais c'est une pollution locale. Il reçoit l'effet de leur action. Ouais. Ce n'est pas une pollution globale. Ouais. Ils ne sont pas victimes d'une pollution extérieure. Ils ne font pas de tort aux autres. Aux autres, oui. Alors, vous assurez en ce moment, Rafael Correa, en tant que président de l'Équateur, la présidence de la CELAC, la communauté d'États latino-américains et caraïbes. On précise que parmi ces États, il y a Haïti, pays francophone, il y a aussi le Brésil, pays lusophone. Les organisations sont en général compliquées. Vous, par exemple, c'est 600 millions d'habitants, 33 pays. C'est cette organisation que vous présidez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces questions environnementales? Est-ce qu'il y a un consensus? En fait, on a travaillé très fort pour cette COP21, pour cette conférence. Mais la méthodologie n'était pas trop convenable. Ce n'est pas possible d'écouter 150 interventions. Vous savez, après la troisième, personne ne fait attention. Mais s'agissant de la CELAC que vous présidez, est-ce que ça vous rend plus fort d'être régional? On a travaillé comme groupe. On avait beaucoup d'idées, beaucoup de propositions. On voulait présenter comme bloc, comme continent, comme région, notre position, mais ce n'était pas possible. Vous êtes économiste de formation, Rafael Correa. Mais je suis une bonne personne. Hein. Vous êtes également malgré être économiste. Le capitalisme est-il, selon vous, en partie responsable du réchauffement climatique? Oui, ça c'est clair, parce que les problèmes de biens environnementaux, ceux qui n'ont pas pris de marché. S'ils n'ont pas pris de marché, le marché n'existe pas. Donc, le marché ne prend pas soin des biens environnementaux. Donc, il faut autre logique. Par exemple, des barrières institutionnelles comme Kyoto, mais autre sort d'accords contraignants. Ouais. Mais au-delà de la barrière, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait au-delà de cette barrière, de ces freins que vous voulez mettre au capitalisme? Que proposez-vous concrètement? Quel système serait, selon vous, aujourd'hui, le plus à même de respecter la planète? Compenser la valeur, pas seulement la marchandise. Qu'est-ce qu'il y a plus de valeur? Je ne sais pas, une voiture ou les purs produits par l'Amazonie, la région amazonique. Bon, c'est le deuxième, mais le deuxième n'a pas un prix. Le premier, oui. Donc, ça, c'est le problème du capitalisme du marché. Il reconnaît seulement les marchandises, les choses qui ont un prix. Mais il faut reconnaître la valeur. Compenser la valeur. Dernière question, Monsieur le Président. Cette COP21 vient tout juste de démarrer. Au moins 11 jours de négociations. La valeur, c'est différent de prix. Hein. La valeur le prix, c'est la valeur prix. exprimée en termes monétaires. Mais vous ne pouvez pas toujours exprimer les choses en termes monétaires. En valeur marchande. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'issue de cette COP21? Je suis un optimiste par nature, mais pragmatique aussi, objectif. Donc je suis un peu sceptique des résultats de ces conférences. Pourquoi? Parce que c'est un problème, c'est pas un problème technique. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un problème politique. Qui sont les pollueurs et qui sont les pays qui produisent des biens environnementaux? Rafael Correa, président de la République de l'Équateur, parfaitement francophone. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Vous m'encouragez. Merci à vous.